Lors de la réunion pour la promotion, j'ai souri et dit, j'ai hâte d'avoir mon augmentation. Mon mari, le patron, a ri. Une augmentation? Oh, non. Je l'ai donnée à Chloé. Les RH ont confirmé que ma candidature n'avait même pas été envisagée. Chloé a souri d'un air suffisant. J'ai oublié de le mentionner. Cet après-midi-là, j'ai vidé mon bureau. Mais ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'avait vu venir. J'ai hâte d'avoir mon augmentation, ai-je annoncé dans la salle de conférence, mon portfolio de réalisation pesant lourd dans mes mains. Julien a levé les yeux de son téléphone pour la première fois depuis que j'étais entré, et l'expression sur son visage m'a serré la poitrine. Pas de la fierté, pas de l'approbation. De l'amusement. Un amusement pur et non dissimulé à mes dépens. Une augmentation? Il a posé son téléphone avec une lenteur délibérée. Oh non, Aurore. Je l'ai donné à Chloé. Les néons de la salle de conférence me parurent soudain trop vifs, trop crus, éclairant chaque visage tourné vers moi avec divers degrés de malaise et de pitié. Bérénice des RH s'est éclairci la gorge et a fait glisser un dossier sur la table en acajou. Ses ongles manucurés ont tapoté 2 fois la couverture avant de se retirer. Votre candidature n'a même pas été envisagée pour le poste, Aurore. La décision a été prise la semaine dernière. Je suis resté là, le portfolio toujours serré contre ma poitrine, regardant Chloé Morin franchir les portes vitrées avec ses nouveaux talons rouges, les mêmes talons qu'elle m'avait montrés le mois dernier, en me demandant s'ils n'étaient pas, trop, pour le bureau. Je lui avais dit qu'ils étaient parfaits pour faire bonne impression. Elle a croisé mon regard et a offert un léger haussement d'épaule. J'ai oublié de le mentionner, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en cuir juste en face de moi. Avant de continuer, si vous avez déjà été ignoré pour une promotion que vous méritiez, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à partager des histoires de femmes qui ont refusé d'accepter moins que ce qu'elles valaient. Le portfolio dans mes mains contenait 8 mois de preuves que j'avais, à moi seul, empêché cette entreprise de subir une hémorragie de clients. La campagne Chevalier Industrie à elle seule, sur laquelle j'avais travaillé jusqu'à 3 heures du matin pendant 2 semaines d'affilée, avait permis de conserver un contrat d'une valeur de 1,9 million d'euros ce trimestre. La crise des hôtels Morin que j'avais résolue avant qu'elle n'atteigne les médias. La refonte complète de notre stratégie de marketing numérique qui avait augmenté l'engagement de 340%. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. J'ai posé le portfolio sur la table sans l'ouvrir. Je vois. Eh bien, dans ce cas, j'aurai besoin de l'après-midi pour assurer la transition de mes projets en cours. Ce ne sera pas nécessaire, intervint Chloé, sa voix portant une assurance que je ne lui avais jamais entendue. J'ai déjà été briefé sur tout. Julien m'a mis au courant depuis 1 mois. Le mois dernier. Pendant que je préparais ma présentation pour la promotion, que je répétais mon discours sous la douche, que je calculais comment l'augmentation nous permettrait enfin de rénover la cuisine, mon mari formait secrètement ma remplaçante. Le même mari qui m'avait écouté répéter mes arguments pendant le dîner, qui avait hoché la tête d'un air encourageant quand je lui avais montré la mise en page de mon portfolio, qui m'avait fait l'amour la nuit dernière sans jamais mentionner que cette réunion serait mon exécution professionnelle. J'ai réussi à sortir de cette salle de conférence sans dire un mot de plus. Mon bureau se trouvait dans un coin du département marketing, un box à peine assez grand pour ma chaise et mon classeur, malgré mon rôle non officiel de personne qui dirigeait réellement les choses. À travers la fenêtre du bureau de Chloé, le vrai bureau du directeur marketing qui était resté presque vide pendant 2 ans, je pouvais voir des sacs de sa virée shopping de midi empilés sur sa crédence. Timothée attendait près de mon bureau, tenant sa tablette avec cet air familier de panique contrôlée. Aurore, la présentation de Chevalier Industrie a besoin de l'approbation finale avant. Donne-la à Chloé, dis-je en sortant mes affaires personnelles des tiroirs. L'orchidée que j'avais soignée pendant 2 hivers. La tasse à café que Léa m'avait offerte et sur laquelle on pouvait lire « Meilleure multitâche du monde ». La photo encadrée de notre séminaire d'entreprise où j'avais été nommé employé du trimestre pour la 3e fois consécutive. Mais Chloé ne connaît pas le comte Chevalier. Elle n'a même jamais rencontré leur équipe. Je fis une pause, regardant le visage sincère de Timothée. Il avait 24 ans, fraîchement sorti de l'université. Brillant, mais encore assez naïf pour croire que le travail acharné garantissait la reconnaissance. Alors je suppose qu'elle ferait mieux d'apprendre vite. Le trajet jusqu'à la maison a duré 17 minutes. J'ai compté chaque feu rouge, chaque clignotant, chaque kilomètre qui mettait de la distance entre moi et ce bâtiment où j'avais tout donné et n'avais rien reçu en retour.
Notre maison se trouvait dans une rue bordée d'arbres du quartier du Marais à Paris, le genre d'endroit que les couples qui réussissent achètent lorsqu'ils construisent leur avenir ensemble. La cuisine avait toujours besoin d'être rénovée. Maintenant, elle resterait exactement comme elle était. J'ai posé la boîte de mes affaires sur la table de la salle à manger et j'ai remarqué le contrat de Chevalier Industrie sur le bureau de Julien à la maison. Les marges étaient remplies de notes manuscrites, pas l'écriture anguleuse de Julien que je connaissais après 12 ans de mariage. Ses boucles et ses courbes appartenaient à Chloé. Des dates remontant à 6 semaines. Des notes de stratégie sur des approches que j'avais développées. Des détails sur les relations avec les clients que j'avais minutieusement établis. Mon téléphone a vibré avec un texto de Léa, de l'université. Comment s'est passée la grande réunion, maman? L'as-tu eu? J'ai fixé ces mots, pensant aux frais de scolarité, aux prêts étudiants que nous avions co-signés, aux promesses que nous avions faites de soutenir ses rêves, alors que j'avais apparemment été trop aveugle pour voir que les miens étaient méthodiquement démantelés. La maison semblait déjà différente. Non pas comme un foyer où deux personnes qui réussissent construisent leur vie ensemble, mais comme une scène où j'avais joué le rôle de l'épouse compréhensive tout en manquant tous les signes que le spectacle touchait à sa fin. La présentation de Chevalier Industrie que j'avais perfectionnée à 5h30 ce matin-là était toujours sur mon ordinateur portable, prête pour une réunion qui n'aurait jamais lieu. La cafetière contenait encore les restes du café parfait de Julien, de sucre, pas de crème, que j'avais préparé en croyant que nous étions des partenaires. 3 mois. J'avais ce jeudi après-midi entouré en rouge sur mon calendrier. 3 mois à croire que l'excellence serait récompensée, que le dévouement signifiait quelque chose, que la personne qui dormait à côté de moi chaque nuit voyait réellement ma valeur au-delà de ma capacité à résoudre des problèmes et à sauver des comptes pendant que quelqu'un d'autre en récoltait le crédit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste, non pas de réalisations, de présentations ou de campagnes qui avaient fait économiser des millions à l'entreprise. Cette liste était différente. Celle-ci commençait par chaque mot de passe, chaque contact client, chaque système que j'avais construit et dont il ne connaissait même pas l'existence. Parce que pendant que Julien pensait qu'il m'avait simplement refusé une augmentation, ce qu'il avait réellement fait, c'était d'allumer une mèche. Il ne savait tout simplement pas qu'elle brûlait déjà. La liste était sur l'écran de mon ordinateur portable, le curseur clignotant à la fin du dernier mot de passe que j'avais documenté. Mes mains se sont déplacées pour fermer l'ordinateur, mais quelque chose m'a fait hésiter. La maison semblait trop calme, le genre de silence qui appuie contre vos oreilles et vous fait entendre votre propre rythme cardiaque. Julien serait à la maison dans 2 heures, et je devais décider quel genre de soirée ce serait. La belle épouse préparant le dîner, ou la femme dont la carrière venait d'être pulvérisée par la personne qui était censée la soutenir. Mon téléphone a vibré contre la table de la salle à manger. Encore Timothée. Les hôtels Morin sont en pleine panique. Chloé leur a dit que tu avais démissionné sans préavis. Ils menacent de retirer le contrat. J'ai fixé le message, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, mais une clarté froide qui rendait tout plus net. Chloé avait déjà commencé son récit. Aurore la déserteuse. Aurore la non professionnelle. Aurore qui ne supportait pas de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. J'ai tapé en réponse, ce n'est plus mon problème, mais je l'ai effacé sans l'envoyer. Timothée ne méritait pas une froideur destinée à d'autres. La porte d'entrée s'est ouverte à 18h47. L'heure habituelle de Julien quand il ne travaillait pas tard avec des associés ou dans des réunions sur lesquelles je m'interrogeais maintenant. Ses clés ont heurté le bol près de l'entrée avec leur cliquetis familier. Ses pas ont traversé le hall, se sont arrêtés dans la salle à manger où ma boîte d'affaires de bureau était toujours posée, puis ont continué vers la cuisine où je coupais des légumes pour une salade coquin de nous ne mangerait. « Salut », dit-il en desserrant sa cravate. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» La normalité désinvolte de la situation a fait que ma main s'est resserrée sur le couteau. Il est passé derrière moi pour prendre une bière dans le réfrigérateur, son parfum remplissant l'espace entre nous. Le même parfum que je lui avais acheté pour Noël. Choisi parce qu'il me rappelait la confiance et le succès. Maintenant, il sentait la trahison qui prétendait que tout allait bien. Julien. J'ai posé le couteau avec précaution, me tournant pour lui faire face. Nous devons parler d'aujourd'hui. Il a fait sauter la capsule de la bière contre le bord du comptoir, une habitude que je lui avais demandé d'arrêter parce qu'elle laissait des marques sur le granit. Quoi à propos d'aujourd'hui? La réunion pour la promotion. Chloé.
Le fait que tu la formes pour mon poste depuis un mois pendant que je préparais une présentation que tu savais inutile. Il a soupiré, le genre d'expiration qui suggérait que j'étais dramatique. Aurore, nous avons discuté de cette possibilité. Le conseil d'administration a des inquiétudes quant aux apparences. Un mari qui promeut sa femme, ça ne fait pas bonne impression, surtout avec l'acquisition Fournier qui approche. L'acquisition Fournier que j'ai structurée? Celle où j'ai passé 3 semaines à courtiser leur directeur marketing pour m'assurer que la transition se ferait en douceur? C'est exactement pourquoi nous avons besoin de quelqu'un comme Chloé à ce poste. Quelqu'un sans relation personnelle qui pourrait être considéré comme des conflits d'intérêts. Il a pris une longue gorgée de sa bière, évitant mon regard. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Quelqu'un comme Chloé, qui m'a demandé la semaine dernière ce que signifiait roi. Sa mâchoire s'est crispée. Elle apprend sur mes cadres de travail, utilise mes relations avec les clients, s'attribue le mérite de campagne que j'ai construite à 3 heures du matin pendant que tu dormais à côté de moi. C'est comme ça que les affaires fonctionnent, Aurore. Tu le savais quand nous nous sommes mariés. Tu savais qu'il y aurait des situations compliquées. J'ai ri, nous surprenant tous les deux. Pas un rire amer ou triste, mais un amusement sincère face à la gymnastique mentale nécessaire pour que ce soit de ma faute. Des situations compliquées. C'est comme ça qu'on appelle le fait de confier systématiquement mon travail à quelqu'un d'autre tout en me mentant en face. Je n'ai jamais menti. Chaque matin du mois dernier, tu m'as regardé me préparer pour cette réunion. Tu m'as écouté répéter ma présentation pendant le dîner. Tu m'as fait l'amour la nuit dernière en sachant qu'aujourd'hui tu m'humilierais devant toute l'équipe de direction. Comment appellerais-tu ça? Il a posé sa bière sur le comptoir, la condensation formant déjà un anneau sur le granit. J'appellerais ça te protéger. Sais-tu ce que les gens disent de nous? Que tu n'as ton poste que grâce à moi. De cette façon, quand tu réussiras, ce sera par ton propre mérite. Quand je réussirai? J'ai déjà réussi. Chaque campagne qui nous a permis de rester rentable ce trimestre porte mes empreintes. La seule chose dont tu m'as protégé, c'est d'obtenir le crédit pour mon propre travail. La sonnette a retenti, vive et intrusive. Nous sommes restés figés, aucun de nous ne bougeant pour répondre. Elle a sonné à nouveau, suivi de coups à la porte. C'est probablement Marguerite, dis-je, me souvenant du texto de ma sœur disant qu'elle passerait déposer des livres qu'elle avait empruntés. Je vais ouvrir. Mais quand j'ai ouvert la porte, Chloé Morin se tenait sur mon porche. Elle avait troqué ses talons rouges contre des baskets de créateur, son tailleur pantalon contre des vêtements de yoga qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Son sourire était différent maintenant, plus sincère, comme si nous étions des amis sur le point d'aller prendre un café. Salut, Aurore. J'espère que je ne dérange pas le dîner. Derrière moi, j'ai entendu les pas de Julien s'approcher. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as laissé ton ordinateur portable au bureau, dit-elle à lui, pas à moi, sortant son MacBook de son sac surdimensionné. Tu as dit que tu en avais besoin pour la présentation Fournier demain. J'ai pensé que je le déposerais en allant au Pilates. En allant au Pilates? Notre maison était à 15 minutes de détour du bureau pour n'importe quel studio de Pilates à Paris. J'ai regardé Julien prendre l'ordinateur portable, ses doigts effleurant les siens dans l'échange. Le geste était petit, exercé, familier. Merci, dit-il. J'avais complètement oublié. Pas de problème. Les yeux de Chloé se sont tournés vers moi, puis sont revenus vers lui. À propos de la présentation de demain, dois-je utiliser la présentation d'Aurore ou en créer une nouvelle? Crée quelque chose de nouveau, dit-il sans hésiter. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Elle a hoché la tête, satisfaite. Super. Je te verrai à 7 heures pour notre réunion de petit déjeuner. Son attention s'est entièrement tournée vers moi pour la première fois. Aurore, je suis désolé pour aujourd'hui. Je sais que ça a dû être inattendu, mais je suis sûr que tu comprends que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Les mots étaient parfaitement choisis. Pas un aveu de faute, pas une reconnaissance de ce qu'elle avait pris, juste le genre de sympathie d'entreprise qui ne signifiait rien et coûtait encore moins. J'aurais pu répondre avec colère, avec des accusations, avec une douzaine de questions qui me brûlaient la gorge sur depuis combien de temps elle planifiait cela, combien de mes idées elle avait déjà revendiquées, ce que ça faisait de voler le travail de toute une vie de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, j'ai souri.
Le même sourire que j'avais perfectionné dans les salles de conférence et les dîners avec les clients. Celui qui ne révélait rien tout en suggérant que tout était sous contrôle. Bien sûr, Chloé. Je comprends parfaitement. Elle a cligné des yeux, s'attendant peut-être à des larmes ou des cris ou une autre démonstration d'émotion qu'elle pourrait rapporter au bureau demain. Comme rien de tout cela ne venait, elle s'est agitée, mal à l'aise. Eh bien, je devrais aller à mon cours. Après son départ, Julien a fermé la porte et s'est tourné vers moi. Tu vois ? Elle essaie d'être professionnelle à ce sujet. Professionnelle, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle le fait de se présenter chez son employé en tenue de sport pour livrer un ordinateur portable dont tu aurais pu te passer jusqu'à demain. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas, mais je m'éloignais déjà, me dirigeant vers notre chambre à l'étage. Dans le placard, j'ai sorti ma valise, celle que nous avions achetée pour notre lune de miel il y a 12 ans. Elle portait encore l'étiquette à bagages de Moïse, délavée mais lisible. Paradis trouvé, disait-elle. J'ai failli rire de l'ironie. Qu'est-ce que tu fais ? Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, sa bière oubliée en bas. Je prends un peu de recul pour réfléchir. Aurore, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un travail. Je fis une pause, tenant le pull que Léa m'avait offert à Noël dernier. Tu as raison. Ce n'est qu'un travail. Et ce n'est qu'un mariage où mon mari orchestre mon humiliation professionnelle pendant que sa nouvelle protégée passe à notre maison en pantalon de yoga. Rien de dramatique là-dedans. La valise était à moitié faite sur notre lit, Julien observant depuis l'embrasure de la porte pendant que je pliais une autre blouse. Aucun de nous n'avait dormi. Il était resté en bas la plupart de la nuit pendant que je suis resté éveillé, calculant 12 ans de mariage contre 8 mois de mensonges. Le vendredi matin, l'arithmétique ne tombait toujours pas juste. Mon téléphone a vibré à 6 heures du matin avec un message automatisé du service informatique. Votre accès à distance a été résilié. Veuillez contacter votre administrateur pour toute question. J'ai attrapé mon ordinateur portable d'entreprise sur la table de chevet, mes doigts volant sur le clavier avant qu'il ne puisse me bloquer complètement. La barre de téléchargement progressait slowly sur l'écran. 8 mois de mai, de fichiers de projet, de correspondance avec les clients, tout ce qui prouvait ce que j'avais construit et ce qui avait été volé. Un email d'il y a 3 mois m'a glacé le sang. De Julien à Chloé, marqué « Confidentiel ». Aurore est trop investie émotionnellement dans ses campagnes pour voir la situation dans son ensemble. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse séparer les sentiments de la stratégie. Discutons de ton calendrier de transition lors d'un dîner jeudi. Jeudi. Je me souvenais de ce jeudi. J'étais en visite chez ma mère à Lyon, l'aidant à se remettre d'une opération de la hanche. Julien avait dit qu'il était trop occupé avec les rapports trimestriels pour m'accompagner. Le téléchargement s'est terminé juste au moment où l'écran de l'ordinateur portable est devenu noir. Accès révoqué. Mais j'avais ce dont j'avais besoin. J'ai pris des captures d'écran avec mon téléphone tout en faisant des œufs brouillés que Julien ne mangerait pas, maintenant l'étrange normalité d'une routine matinale pendant que notre mariage se dissolvait en temps réel. Il était assis à l'îlot de cuisine, faisant semblant de lire les nouvelles sur sa tablette. Nous jouions tous les deux des rôles dans un spectacle qui était déjà terminé. Je vais rester chez Marguerite pendant quelques jours, dis-je en glissant des œufs dans une assiette que je savais resterait intacte. C'est ridicule, Aurore. Tu surréagis à une décision professionnelle. Mon téléphone a sonné avant que je puisse répondre. Le nom de Marguerite s'est affiché à l'écran, et j'ai failli rire du timing. Salut, Margot. Ne me fais pas ton salut, Margot. Je viens de voir ta publication LinkedIn sur le fait que tu explores de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ne me sers pas le jargon d'entreprise. Je suis ta sœur. J'ai jeté un coup d'œil à Julien, qui s'était raidi devant sa tablette. C'est compliqué. Je peux te rappeler. Attends, avant de raccrocher, je dois te dire quelque chose. Tu te souviens il y a 6 semaines, quand j'étais en ville pour cette conférence. J'ai vu Julien au Grand Colbert avec cette femme de son bureau, celle avec les cheveux roux. Chloé. La cuisine parut soudain trop petite. Le Grand Colbert. Ils étaient à la table du fond, dans le coin. Celle que tu dis toujours être trop romantique pour les dîners d'affaires. Il riait à quelque chose qu'elle disait, en lui touchant la main. J'ai supposé que tu étais au courant de la réunion, mais quelque chose clochait. Il y a 6 semaines.
J'avais travaillé tard sur la crise des hôtels Morin, mangeant un plat à emporter à mon bureau pendant que Julien était censé être à un dîner du conseil d'administration. Merci de me l'avoir dit, Marguerite. Je t'appellerai plus tard. Après avoir raccroché, la tablette de Julien était posée à plat sur le comptoir, ses jointures blanches alors qu'il en serrait le bord. Ce n'était pas ce que tu penses. Je ne pense rien. Je ne fais que relier des points qui auraient dû être évidents il y a des mois. J'ai passé le reste du vendredi à transformer notre salle à manger en centre d'investigation. La table que j'avais achetée pour organiser des dîners est devenue un paysage de preuves. 3 piles distinctes ont émergé alors que le soleil se couchait sur Paris, chacune plus accablante que la précédente. La première pile contenait les notes de frais de Chloé des 6 derniers mois. Des dîners avec des clients dans des restaurants que nos clients n'ont jamais visités. Des inscriptions à des conférences auxquelles elle n'a jamais assisté. Des reçus de voyage qui ne correspondaient à aucune réunion prévue. Près de 38 000 € de dépenses douteuses. Toutes approuvées par Julien sans discussion. La deuxième pile était ma preuve de propriété. Chaque document de Chevalier Industrie avec mes métadonnées intégrées, montrant les dates de création, les historiques de révision, ma signature numérique sur chaque décision stratégique. La présentation que Chloé prétendait avoir développée le mois dernier? J'avais créé le modèle en janvier, l'avais affiné à travers 17 versions, chacune horodatée et suivie. Mais la troisième pile me faisait trembler les mains. Les enregistrements des badges de sécurité que j'avais sauvegardés il y a des mois pour un audit d'efficacité, jamais soumis parce que j'avais trouvé toute autre chose. Les badges de Julien et Chloé passaient à l'étage de la direction à 23 h, 7 samedis différents. Toujours quand j'étais à Lyon avec ma mère. Partant toujours à quelques minutes d'intervalle vers 2 h du matin. À minuit, les preuves couvraient chaque centimètre de la table. Mon téléphone était resté silencieux, à l'exception des contacts professionnels qui demandaient pourquoi j'avais disparu et de Léa qui envoyait des textos sur ses cours, ignorant que le mariage de ses parents s'effilochait fil par fil. Je ne pouvais pas encore le lui dire. Pas avant de comprendre toute l'étendue de ce que je regardais. Dimanche est arrivé, gris et brumeux, la météo caractéristique de Paris correspondant à mon humeur. J'étais plongé dans des feuilles de calcul quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je reconnaissais mais que je voyais rarement. Denis Barbier, le plus ancien membre du conseil d'administration et l'une des rares personnes à m'avoir connu avant que je ne devienne la femme de Julien. Aurore. Sa voix était prudente, mesurée. J'ai entendu parler de la réunion de jeudi. Les nouvelles vont vite. En effet. Écoute, je t'appelle de mon téléphone personnel pour une raison. Il y a des changements à venir dans l'entreprise, et tu devrais protéger tes intérêts. J'ai posé le dossier de Chevalier Industrie que j'examinais. Quel genre de changement? Je ne peux pas en dire beaucoup, mais tout le monde au conseil n'est pas d'accord avec les récentes décisions en matière de personnel. Certains d'entre nous se souviennent qui a réellement apporté le compte des hôtels Morin, qui a empêché Chevalier Industrie de partir. Denis, essaies-tu de me dire quelque chose? Il a fait une pause assez longue pour que je pense que l'appel avait été coupé. Je te dis que les relations de travail qui dépassent les limites professionnelles préoccupent le conseil, surtout quand elles affectent les performances de l'entreprise et la valeur pour les actionnaires. Documente tout, Aurore. Tout. Je le fais déjà. Bien. Et Aurore, tu devrais peut-être revoir la politique d'éthique de l'entreprise, en particulier la section sur la divulgation des relations intimes entre les cadres et leurs subordonnés directs. La ligne est devenue silencieuse. Je fixai mon téléphone, puis les enregistrements des badges de sécurité montrant ses visites de bureau tardives. Denis venait de confirmer ce que les preuves suggéraient, mais que mon esprit avait refusé de traiter. Il ne s'agissait pas seulement de trahison professionnelle ou même de tromperie conjugale. La relation de Julien et Chloé avait franchi des lignes qui pourraient les détruire tous les deux. J'ai repris le contrat de Chevalier Industrie, remarquant à nouveau les marges manuscrites de Chloé. Ces notes n'étaient pas des réflexions stratégiques. C'étaient des rappels personnels. J'ai dit de mettre l'accent sur l'innovation. Vérifier avec G avant de finaliser. J'aime cette approche. J'ai. Pas Julien, pas Monsieur Dubois, juste J'ai, avec une familiarité qui précédait sa promotion de plusieurs mois. La vérité ne s'effilochait plus. Elle s'était déjà complètement effilochée, me laissant tenir les fils d'une vie que je pensais avoir comprise. Mais comprendre et accepter étaient des choses entièrement différentes. Et ce que je ferais de cette connaissance? C'était une toute autre question.
La question de savoir quoi faire de cette connaissance m'a tenu éveillé dimanche soir, fixant le plafond tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres. Lundi matin, j'avais ma réponse. S'ils voulaient jouer à des jeux d'entreprise, j'allais leur montrer ce qui se passait quand on sous-estimait son adversaire. Le café sur le boulevard Saint-Germain avait été délibérément choisi, assez loin du quartier des affaires pour que nous ne croisions personne, assez fréquenté pour que notre conversation se perde dans le bruit général. Rebecca Martin est arrivée la première, l'air soigné malgré 4 mois de chômage depuis son départ soudain en tant que DAF. Elle avait perdu du poids, son tailleur était plus ample qu'il n'aurait dû, mais sa poignée de main restait ferme. « Merci de me rencontrer », dis-je en m'installant dans la banquette d'angle que j'avais réclamée plus tôt. Quand tu as appelé, je me suis demandé combien de temps il faudrait avant que quelqu'un d'autre ne voie ce qui se passait là-bas. Rebecca a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Laisse-moi deviner. Julien a enfin montré son vrai visage. Que veux-tu dire? Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Les réunions financières mensuelles qui, étrangement, se prolongeaient toujours quand sa femme était en voyage. Les suggestions de discuter des prévisions budgétaires autour d'un verre. La façon dont il se tenait trop près en examinant les rapports, sa main sur le bas de mon dos. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai tout documenté, Aurore. Chaque commentaire inapproprié, chaque réunion qui dépassait les limites. Les RH n'ont rien fait parce que Bérénice lui rendait compte. J'ai eu la nausée, mais j'ai gardé une expression neutre. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Tu es sa femme. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Ton mari essaie sans cesse de me coincer dans des salles de conférence vides? Elle a sorti une clé USB de son sac à main. Mais j'ai gardé des archives, financières aussi. Le département de Chloé affiche des bénéfices sur le papier, mais les vrais chiffres racontent une autre histoire. La clé USB contenait des feuilles de calcul qui faisaient paraître mes preuves amateurs. Chloé avait facturé des heures à des comptes clients pour un travail jamais effectué, déplacé des dépenses entre les départements pour cacher des pertes, revendiqué des succès pour des campagnes qui avaient en fait échoué. 2,85 millions d'euros de succès fabriqués sur 18 mois. Ma deuxième réunion était avec Jennifer Petit, ancienne responsable de la planification stratégique, qui avait démissionné soudainement il y a 6 mois. Elle a choisi une table près de la fenêtre, vérifiant constamment la rue comme si elle s'attendait à voir quelqu'un apparaître. Chloé Morin est une fraude, a-t-elle dit sans préambule. Chaque campagne réussie qu'elle a revendiquée venait de quelqu'un d'autre. Elle ne peut même pas rédiger un brief créatif de base sans aide. Quand j'ai signalé cela à Julien, il a suggéré que j'étais territorial. Quand j'ai fourni des preuves, il a dit que je créais un environnement de travail hostile. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Des fiches de discussion par email montrant son incompétence, des plaintes de clients sur sa gestion des comptes, et mon accord de fin de contrat avec sa très généreuse clause de silence que je suis en train de violer. La troisième réunion a failli ne pas avoir lieu. Sandra Laurent, ancienne vice-présidente des opérations, a d'abord refusé de me rencontrer, mais quand j'ai mentionné les noms de Rebecca et Jennifer, elle a accepté. Nous nous sommes assises dans sa voiture sur le parking, moteur en marche. J'ai duré plus longtemps que les autres parce que je suis plus âgée, moins menaçante, a dit Sandra, sa voix stable malgré ses jointures blanches sur le volant. Mais quand j'ai découvert que Chloé utilisait les cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles et que je l'ai signalé, Julien m'a accusé de la cibler par jalousie. Moi, jalouse d'une femme de la moitié de mon âge qui ne sait pas calculer un roi de base? Elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Copie des relevés de cartes de crédit. Vêtements de créateur, bijoux, week-end, tout enfoui dans des notes de frais légitimes. Tout approuvé par ton mari. Quand je suis rentré, j'avais assez de munitions pour les détruire tous les deux. Mais des munitions sans stratégie n'étaient que du bruit. J'ai passé le reste du lundi à rédiger l'email parfait pour le conseil d'administration. 17 brouillons jusqu'à ce que chaque mot accomplisse exactement ce dont j'avais besoin. Pas des accusations, mais des préoccupations. Pas des attaques, mais des questions. Une inquiétude professionnelle concernant des schémas qui pourraient affecter la valeur pour les actionnaires. L'email mettait en évidence des corrélations sans énoncé de causalité. Le calendrier de promotion de Chloé correspondait à des augmentations de dépenses suspectes. La fidélisation des clients avait chuté de 20% depuis qu'elle avait pris de plus grandes responsabilités, mais les pertes étaient masquées par la redistribution des comptes. Le taux de rotation du personnel dans le département marketing avait triplé, les entretiens de départ s'y tendaient,
préoccupation de leadership, qui n'avait jamais été abordée. J'ai joint l'analyse financière de Rebecca, expurgé de tout ce qui pourrait l'identifier comme source. Les chiffres parleraient d'eux-mêmes à quiconque comprenait la comptabilité de base, ce que, heureusement, le conseil comprenait, même si Julien supposait que non. Mardi a apporté une interruption inattendue. Léa se tenait à ma porte avec son sac à dos et une expression inquiète, étant venue d'Orléans sans prévenir. « Maman, tes textos sont bizarres. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé ma fille, 21 ans, avec les yeux de son père mais ma détermination, et j'ai pris une décision. « Entre. Je vais te montrer. » Elle a examiné la table de la salle à manger couverte de preuves. L'ordinateur portable avec plusieurs feuilles de calcul ouvertes, les blocs-notes remplis de chronologie. Papa a une liaison ? Entre autres choses. Avec Chloé. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle traîne toujours aux événements familiaux, riant trop fort à ses blagues. À Thanksgiving dernier, elle l'a appelé Juju. J'ai eu envie de lui jeter de la sauce au canneberge. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Parce que tu avais l'air heureuse. Parce que je pensais que je m'imaginais peut-être des choses. Elle a pris un des rapports de badge de sécurité. Mais ce n'est pas de l'imagination, n'est-ce pas ? Léa a passé les 3 heures suivantes à mettre en place un système de messagerie cryptée, un VPN et un stockage cloud sécurisé pour mes documents. Major en informatique, tu te souviens, dit-elle en tapant des commandes que je ne comprenais pas, si tu pars en guerre, protège au moins tes communications. Nous avons travaillé ensemble jusqu'après minuit, mère et fille unies dans un même but. Elle a avoué des choses que je ne savais pas. Comment Julien diminuait mes accomplissements lors des dîners, prétendant que mes stratégies étaient en réalité ses idées, simplifiées pour la mise en œuvre. Comment il a dit au petit ami de sa fille à Noël dernier que j'étais, bonne en exécution mais que j'avais besoin d'aide pour la vision. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, maman. Il ne supportait tout simplement pas que tu sois plus intelligente que lui. Mercredi après-midi me trouva à l'épicerie, maintenant les apparences en achetant du vin pour le club de lecture. Mon téléphone a sonné alors que je chargeais du pinot gris dans mon chariot. Marc Beaumont, PDG de Méridien Mondial, notre plus grand concurrent. Madame Dubois, je suis votre situation avec intérêt. Nous développons notre division marketing et nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre expertise. J'ai poussé mon chariot vers le parking, la pluie commençant à tomber alors que je trouvais ma voiture. Comment avez-vous ? Le milieu des affaires de Paris est plus petit que vous ne le pensez. Les nouvelles vont vite quand un talent devient disponible. Je vous offre le poste de directrice, mais ce n'est qu'un début. Apportez-moi 3 grands comptes, et je vous ferai vice-présidente d'ici 6 mois. Debout sur ce parking, la pluie ruisselant sur mon pare-brise, j'ai négocié le genre de package que je n'aurais jamais osé demander dans l'entreprise de Julien. Prime à la signature, action, et oui, la possibilité d'approcher certains clients pour transférer leurs comptes. J'accepte, dis-je en regardant la pluie tout nettoyer. Excellent. Pouvez-vous commencer lundi ? Absolument. La mèche était allumée. L'email au conseil d'administration partirait jeudi soir. Ma lettre de démission était déjà rédigée. Les preuves étaient sauvegardées à 3 endroits. Il ne restait plus qu'à regarder tout brûler. Jeudi soir à 23h47, j'ai appuyé sur « Envoyer » pour l'email destiné aux membres du conseil d'administration, puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Il n'y avait plus rien à faire, si ce n'est attendre. La mèche avait été allumée, et le lundi matin, l'explosion serait impossible à ignorer. Je me suis réveillé à 6h avec 17 messages textes. Ceux de Timothée sont arrivés en succession rapide à partir de 7h43. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée. Julien a l'air de ne pas avoir dormi. Linda vient de partir. Qu'est-ce qui se passe ? Linda Martinez était l'assistante de direction de Julien depuis 3 ans, le genre de professionnel imperturbable qui pouvait gérer n'importe quelle crise avec une efficacité calme. Selon les mises à jour haletantes de Timothée, elle avait été convoquée dans la salle du conseil à 8h, interrogée sur les enregistrements des badges de sécurité et priée d'expliquer les nombreuses entrées de bureau tardives. Elle s'était levée, avait retiré son badge d'entreprise, l'avait posé sur la table et était sortie sans dire un mot. Son silence disait tout. À 9h, d'autres textos affluaient de contacts de tout le bâtiment. Le conseil était séquestré depuis 2 heures. Chloé avait été vue en larmes dans les toilettes.
Bérénice des RH passait frénétiquement des appels depuis le hall parce qu'elle avait été exclue de la salle de conférence de la direction. J'ai fait du café dans ma cuisine, Léa dormant toujours à l'étage, et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour exécuter la phase 2. L'article LinkedIn que j'avais peaufiné pendant des jours était prêt. Quand le mérite rencontre la politique, une étude de cas sur l'échec du leadership d'entreprise. Pas de nom, pas d'identifiant d'entreprise, juste une analyse soigneusement élaborée de ce qui se passe lorsque les relations personnelles l'emportent sur le jugement professionnel dans les décisions de direction. Je l'ai publié à midi pile, sachant que la plupart des professionnels consulteraient leur flux d'actualité pendant le déjeuner. La réponse a été immédiate et écrasante. En 30 minutes, 47 commentaires étaient apparus. Des femmes partageaient des histoires où elles avaient été écartées au profit de collègues masculins moins qualifiés. Des hommes décrivaient avoir vu des amis incompétents de la direction être promus tandis que les vrais talents partaient. Le fil de commentaires est devenu une séance de thérapie collective pour tous ceux qui avaient déjà été trahis professionnellement. Mais à 14h17, le commentaire qui comptait le plus est apparu. Robert Chevalier, PDG de Chevalier Industries, notre client le plus précieux, a simplement écrit « Les transitions de leadership ne devraient jamais compromettre la continuité des projets ou les relations avec les clients. » Inquiet des récents changements affectant la gestion de notre compte. J'apprécierais une communication directe d'Aurore Dubois concernant nos campagnes en cours. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. La ligne directe de Robert. Aurore, je viens d'apprendre votre départ. C'est inacceptable. Vous êtes la seule raison pour laquelle nous sommes restés avec cette entreprise. Nous avons investi 1,9 million d'euros sur la base de stratégies que vous avez développées. Je comprends vos préoccupations, Robert. La transition s'est faite rapidement. Il n'y a pas de transition. Chloé Morin m'a appelé ce matin en prétendant qu'elle gérait notre compte depuis le début. Elle n'a pas pu répondre à des questions de base sur nos données démographiques cibles. Elle ne savait même pas que nous avions réorienté notre attention vers le marché du Sud-Ouest le trimestre dernier. Je suis sûr qu'elle se mettra rapidement à niveau, dis-je, maintenant une neutralité professionnelle tout en sachant que Chloé ne pourrait pas se mettre à niveau sur un vélo stationnaire. Nous avons besoin de vous, Aurore. Si vous êtes disponible pour du conseil indépendant, Chevalier Industries aimerait retenir vos services immédiatement. J'ai en fait accepté un poste chez Méridien Mondial. Je commence lundi. Il y eut une pause, puis un rire. Marc Beaumont a enfin fait preuve d'intelligence. Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Nous contacterons Méridien pour transférer notre compte. Les dominos tombaient plus vite que je ne l'avais prévu. À 15h, Chloé avait envoyé un email à toute l'entreprise qui allait devenir légendaire pour son manque total de conscience de soi. Elle s'attribuait le mérite de la relation avec Chevalier Industries, de la résolution de la crise des hôtels Morin et de 3 autres succès majeurs qui portaient mes empreintes numériques. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà transmis les fichiers de projets originaux, avec les métadonnées montrant les dates de création et les historiques de révision, à ces mêmes clients. Ce matin-là, les hôtels Morin ont appelé Julien directement à 15h45. Timothée, qui était assis près du bureau de Julien, m'a envoyé par texto des fragments de la conversation qu'il pouvait entendre à travers la porte. Non, monsieur, je comprends vos préoccupations. Oui, Aurore était essentielle. Nous pouvons assurer la continuité. S'il vous plaît, ne prenez pas de décision hâtive. Sterling Communication a suivi à 16h15, puis Marque d'Excellence à 16h42. 3 grands comptes menaçant de partir, chacun valant des millions de revenus annuels. Chacun citant spécifiquement des préoccupations concernant la perte de leur contact stratégique principal, moi. Léa est descendue vers 16h, me trouvant à la table de la salle à manger entourée de contrats de Méridien et de documents de démission pour l'entreprise de Julien. Internet adore ton article, dit-elle en me montrant son téléphone. Il a été partagé 800 fois. Quelqu'un a lancé un hashtag, le mérite avant la politique. Je ne voulais pas lancer un mouvement. Peut-être pas, mais tu donnes aux gens la permission de raconter leurs propres histoires. C'est important, maman. À 18h27, j'ai entendu la voiture de Julien dans l'allée. Léa m'a regardé, interrogative. Tu veux que je parte? Non. Reste. Sois témoin de ça. Il a franchi la porte comme un ouragan qui s'était épuisé. Toute sa fureur dépensée et son énergie épuisée. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre, son visage de la couleur grise de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer en temps réel.
Il n'a pas salué Léa, se concentrant juste sur moi avec une intensité désespérée. Aurore, nous devons parler. Nous parlons. En privé. Léa reste. Elle devrait savoir qui est vraiment son père. Il a jeté un coup d'œil à notre fille, puis est revenu vers moi. Très bien. Le conseil mène une enquête complète. Linda a démissionné. 3 clients menacent de partir. Tu as détruit tout ce que nous avons construit. Tout ce que tu as construit. J'ai 8 mois de documentation prouvant que je l'ai construit pendant que tu étais occupé à faire je ne sais quoi avec Chloé à 23h le samedi. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas, j'ai les enregistrements de sécurité, Julien. Les notes de frais. Les emails où tu me traitais de trop investi émotionnellement tout en prévoyant de donner mon poste à ta petite amie. Elle n'est pas, arrête. J'ai sorti un dossier Kraft. L'article de Catherine Valois, imprimé et surligné. Il est publié demain, dans le trimestriel des affaires. 17 employés, tous cités anonymement, décrivant la culture toxique que tu as créée. Le départ mystérieux de Rebecca Martin. La démission soudaine de Jennifer Petit. L'accord de silence de Sandra Laurent. Tout est là. Il s'est effondré sur une chaise, parcourant les pages. Chaque citation surlignée le faisait tressaillir. Une culture où les relations personnelles déterminaient l'avancement professionnel. Des cadres féminins poussés à la sortie pour avoir remis en question un leadership incompétent. Des irrégularités de dépenses négligées lorsque la bonne personne était impliquée. Ils ne peuvent pas publier ça. Je vais les poursuivre en justice. Avec quel argent? Une fois que le conseil verra les documents financiers fournis par Rebecca, tu seras trop occupé à te défendre pour poursuivre qui que ce soit. Espèce de... Attention, l'interrompit Léa, sa voix d'acier. C'est ma mère que tu t'apprêtes à insulter. La femme qui a sauvé ton entreprise pendant que tu jouais au cadre avec ta maîtresse. Il a regardé entre nous, comprenant peut-être enfin qu'il avait perdu plus qu'un simple jeu d'entreprise. Aurore, s'il te plaît. Je te donnerai la promotion. Une augmentation de 50%. Chloé sera partie d'ici demain. Je me suis levé, rassemblant mes papiers. J'ai déjà accepté un poste chez Méridien Mondial. Directrice du marketing stratégique. Ils sont également intéressés par l'acquisition de plusieurs de tes clients qui ont exprimé des inquiétudes concernant la gestion actuelle de leur compte. Tu ne peux pas faire ça. Clause de non-concurrence. Celle que mon avocat dit inapplicable puisque tu as violé la politique d'éthique de l'entreprise. Cette clause de non-concurrence? Il n'avait plus rien à dire. L'homme qui avait toujours eu une réponse, une excuse, une déviation, était assis en silence dans les ruines de sa propre création. Léa et moi l'avons laissé là, montant à l'étage pour emballer le reste de mes affaires. Demain, l'article de Catherine serait dans les kiosques. Mercredi, je commencerai chez Méridien. D'ici vendredi, Chevalier Industries transférerait officiellement son compte. Les dominos n'étaient pas seulement tombés. Ils avaient créé un motif qui éplait exactement qui était responsable de leur effondrement. Léa et moi avons emballé la dernière boîte en silence, le bruit du ruban adhésif scellant le carton résonnant dans la chambre vide. La maison semblait déjà creuse. 12 ans de souvenirs emballés et étiquetés, prêts à être transportés vers des avenirs séparés. En transportant les boîtes vers le camion de location, aucune de nous n'a regardé en arrière vers la maison où notre famille avait fait semblant de prospérer tout en se décomposant lentement de l'intérieur. Lundi matin est arrivé, frais et lumineux, le genre de journée de printemps à Paris qui donnait l'impression que tout était possible. Le bâtiment de Méridien Mondial s'élevait sur 30 étages de verre et d'acier étincelant à la Défense, un témoignage de ce qu'un leadership compétent pouvait construire. Mon nouvel assistant, David Petit, m'a accueilli dans le hall avec un sourire sincère et une tablette remplie des priorités du jour. Madame Dubois, bienvenue chez Méridien. Votre bureau est prêt au 22e étage. Suite d'angle avec vue sur le Mont Blanc par temps clair. La montée en ascenseur ressemblait à une ascension vers une autre vie. Quand les portes se sont ouvertes, Marc Beaumont se tenait là, un café à la main. Aurore, timing parfait. Chevalier Industries a signé son contrat ce matin. Ils ont spécifiquement stipulé que vous supervisiez personnellement toutes les initiatives stratégiques. Robert Chevalier vous a qualifié d'irremplaçable. Mon bureau était tout ce que mon ancien box n'était pas. Des fenêtres du sol au plafond,
un bureau digne d'un magazine d'architecture et un coin salon pour les réunions avec les clients. Sur le bureau se trouvait une plaque nominative. Aurore Dubois, directrice du marketing stratégique. La femme de personne, la seconde pensée de personne, juste mon nom et ma réussite. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir, passant mes doigts sur la surface lisse du bureau, et j'ai retiré mon alliance. La fine bande de peau blanche en dessous semblait vulnérable, non protégée. J'ai placé l'anneau dans le tiroir supérieur à côté d'une photo que Léa avait insisté pour que j'apporte. Juste nous deux à sa remise de diplôme du lycée, riant toutes les deux de quelque chose hors champ. Pas de Julien, pas de faux semblants, juste nous. 3 autres clients ont appelé ce matin, m'informa David en posant une liste. Les hôtels Morin veulent discuter du transfert de leur compte. Sterling Communication est prêt à signer. Marque d'Excellence a demandé une proposition d'ici vendredi. Mardi matin, je suis arrivé tôt pour trouver ma boîte de réception inondée de messages. L'article du trimestriel des affaires avait été publié en ligne à minuit, et les exemplaires papier arrivaient dans les kiosques de Paris. Catherine Valois avait réalisé un chef-d'œuvre de journalisme d'investigation qui ne mentionnait jamais de nom mais peignait un tableau si clair que tout le monde dans notre secteur savait exactement de qui et de quoi elle parlait. L'article décrivait un cadre marketing de premier plan de Paris dont l'incompétence était masquée par l'appropriation du travail des autres, soutenu par un président d'entreprise qui valorisait les relations personnelles plutôt que la performance. 17 employés anonymes décrivaient une culture de peur, de favoritisme et d'échec déguisés en succès. L'analyse financière, soigneusement sourcée à partir de documents internes, montrait un schéma de tromperie qui frisait la fraude. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'anciens collègues m'envoyant gratitude et soutien. Des concurrents m'offrant des postes. Des clients confirmant leur décision de me suivre chez Méridien. Mais le message qui m'a glacé le sang venait de Bérénice DRH. Aurore, je suis profondément désolé pour mon rôle dans ce qui s'est passé. Je savais que c'était mal, mais j'avais trop peur de perdre mon emploi pour parler. Tu méritais mieux. Si tu as des conseils pour quelqu'un qui essaie de quitter une situation toxique, je t'en serai reconnaissante. J'ai répondu avec soin. Documente tout. Trouve un avocat spécialisé en droit du travail. Ne signe rien sans avis juridique. Tu connais la vérité. Utilise-la pour te protéger et protéger les autres. Bonne chance. Mercredi soir, Léa est venue d'Orléans pour m'aider à emménager dans mon nouvel appartement. Il était plus petit que la maison, un 2 pièces à Montmartre, mais chaque mètre carré était à moi. Nous avons accroché mes récompenses sur le mur du salon. Les plaques d'employés du trimestre que Julien avait reléguées au garage. Les certificats de réussite qui, selon lui, encombraient la maison. Cet endroit ressemble déjà plus à un foyer, a dit Léa en déballant des boîtes de cuisine. Pas de faux semblants. Pas de marche sur des œufs. Juste toi étant toi. Nous étions assises par terre, mangeant de la nourriture chinoise à emporter dans des boîtes en carton, entourées de boîtes et de papier bulle, quand Léa a posé ses baguettes avec une délibération inhabituelle. Maman, je dois te dire quelque chose. Je change de nom. Que veux-tu dire? Je prends ton nom de jeune fille, Dubois. J'ai déjà commencé les démarches. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je ne veux pas porter le nom d'un homme qui a pu te trahir comme ça. Je veux le nom de la femme qui s'est levée et s'est battue. La femme qui a construit quelque chose à partir des cendres. Ma gorge s'est serrée. Léa, il est toujours ton père. Biologiquement, oui. Mais tu es mon modèle. Tu es le parent qui m'a appris que l'intégrité compte plus que la commodité. Que la vérité compte plus que le confort. Je veux être Léa Dubois. Le déjeuner du jeudi avec Catherine Valois était censé être une célébration. Son article avait déjà été repris par 3 publications nationales, et elle écrivait une suite sur les femmes qui se reconstruisent après une trahison professionnelle. Nous étions assises dans un restaurant au bord de la Seine, regardant les bateaux naviguer, quand le coursier est apparu. Aurore Dubois. Il m'a tendu une enveloppe que j'ai reconnue immédiatement. Des documents juridiques. Des papiers de divorce. Catherine a commencé à s'excuser, mais je lui ai fait signe de rester. Autant que tu sois témoin de ça. Ça fait partie de l'histoire. Les papiers étaient simples. Julien voulait une dissolution rapide et discrète. Il garderait la maison. Je garderais mes comptes de retraite. Le contrat de mariage sur lequel j'avais insisté il y a 12 ans,
malgré ses protestations selon lesquelles il montrait un manque de confiance, protégeait mon héritage et mes revenus futurs. Ces actions de l'entreprise, qui avaient chuté de 15% depuis l'article de mardi, seraient divisées selon notre accord initial. La majeure partie de sa valeur nette s'était évaporée avec la chute de la valorisation de l'entreprise. J'ai signé chaque page sans hésiter, avec la même signature assurée que j'avais utilisée ce matin-là sur 3 nouveaux contrats clients d'une valeur de 7,6 millions d'euros en revenus annuels. Des regrets, a demandé Catherine doucement. J'ai regardé mon doigt nu, les papiers de divorce qui mettraient fin à 12 ans de mariage, ma nouvelle carte de visite qui représentait un nouveau départ. Regretter suggérerait que je ferais quelque chose différemment. Chaque choix m'a mené ici, à un bureau d'angle, des clients fidèles et une fille fière de partager mon nom. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Ce soir-là, je me tenais à la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de Paris. Mon téléphone affichait 17 nouvelles demandes de clients, une demande de réunion du bureau du maire pour diriger une initiative de développement professionnel pour les femmes, et un texto de Léa. Fière de toi, maman. Les femmes du bois ne se contentent pas de survivre, elles prospèrent. Les lumières de la ville ont commencé à scintiller à la tombée de la nuit, et j'ai réalisé que je n'assistais pas à la fin de quelque chose. J'assistais au début. Le phénix avait ressuscité, et il ne faisait que commencer. La nuit s'étendait devant moi, les lumières de Paris créant des constellations dans l'obscurité. J'ai fermé mon ordinateur portable, rassemblé mes affaires et suis rentré à mon appartement, où personne ne jugerait mon succès ni ne diminuerait mes accomplissements. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux clients, de nouvelles victoires. Mais ce soir, je serais simplement Aurore Dubois, une femme qui s'était reconstruite à partir de la trahison pour devenir quelque chose de plus fort. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de succès qui semblait mériter plutôt que voler. L'invitation au sommet du marketing de l'Europe de l'Ouest est arrivée un mardi matin d'octobre, me demandant d'être leur conférencière principale pour la conférence annuelle. 3000 professionnels de l'industrie se réuniraient pour parler d'innovation, de leadership et de la construction de culture d'entreprise éthique. Ils voulaient que j'aborde le sujet des méritocraties transparentes dans les entreprises modernes. Debout en coulisses au centre des congrès, j'ai ajusté mon microphone et j'ai regardé l'orateur précédent conclure. À travers une ouverture dans les rideaux, je pouvais voir le public remplir l'auditorium. Et là, cette rangée en arrière sur le côté gauche, était assis Julien. Ses cheveux avaient grisonné aux tempes. Son costume était trop grand sur une silhouette qui avait perdu du poids, et sa posture portait la défaite de quelqu'un qui avait perdu tout ce qu'il avait construit sur des mensonges. Mesdames et messieurs, a tonné la voix de l'annonceur. Veuillez accueillir Aurore Dubois, directrice marketing de Méridien Mondial. Les applaudissements m'ont porté sur scène, où 3000 visages se sont tournés vers moi avec attente. Les lumières étaient assez vives pour que je ne puisse pas voir les expressions individuelles, mais je savais que Julien regardait. Je pouvais sentir sa présence comme une pierre dans ma chaussure perceptible, mais plus douloureuse. Il y a 2 ans, ai-je commencé, ma voix stable et claire, je croyais que le travail acharné garantissait la reconnaissance, que l'excellence triompherait toujours de la politique, que les personnes les plus proches de nous défendraient notre succès plutôt que de le voler. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. J'avais tort. Et cette leçon douloureuse m'a appris quelque chose d'inestimable. La méritocratie n'est pas quelque chose qui se produit naturellement. C'est quelque chose que nous construisons, protégeons et défendons chaque jour. Pendant 45 minutes, j'ai présenté le plan pour créer des cultures d'entreprise où le talent s'épanouit et où la politique meurt. J'ai partagé des études de cas du succès de Méridien, des 3 entreprises qui m'avaient suivi et avaient prospéré, des employés qui avaient enfin reçu la reconnaissance pour leur contribution. Je n'ai jamais mentionné Julien ou son entreprise par leur nom, mais tout le monde dans cette salle connaissait l'histoire derrière le succès. L'ovation debout a duré 4 minutes. En quittant la scène, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai reconnu immédiatement le nouveau téléphone de Julien. Aurore, s'il te plaît. 5 minutes. Je dois t'expliquer. Je l'ai supprimé sans répondre. 3 jours plus tard, Marc Beaumont m'a appelé dans son bureau. Aurore, j'ai une situation inhabituelle. On nous a approchés pour acquérir Cascade Marketing. Il a fait une pause, observant mon visage. L'entreprise de Julien. L'ironie était parfaite. L'entreprise qui m'avait refusé une augmentation, qui avait donné mon poste à quelqu'un de non qualifié,
était maintenant à court d'argent et cherchait désespérément un acheteur. Marc a fait glisser un dossier sur son bureau. Le conseil veut que tu diriges l'équipe d'acquisition. Tu connais leurs actifs mieux que quiconque. La salle de conférence n'avait pas changé. Même table en acajou, même fauteuil en cuir, même fenêtre du sol au plafond donnant sur le centre-ville de Paris. Mais cette fois, j'étais assise à la tête de la table, l'équipe juridique de Méridien à mes côtés, tandis que Julien et ceux qui restaient de son conseil étaient assis comme des accusés attendant leur sentence. Les conditions ne sont pas négociables, ai-je commencé en ouvrant le dossier d'acquisition. Méridien absorbera vos comptes rentables restants. Nous honorerons les contrats clients existants, mais sous une nouvelle direction. Quant au personnel, j'ai sorti 2 accords de licenciement. Ces postes sont redondants. Le nom de Chloé Morin figurait en haut du premier document. Selon mes sources, elle travaillait en freelance pour de petites entreprises, peinant à payer le loyer d'un studio à Sarcelles. Son profil LinkedIn montrait une série de contrats à court terme, aucun ne durant plus de 3 mois. Le nom de Julien était sur le second. Son poste de PDG serait éliminé immédiatement, avec une indemnité de départ modeste qui couvrirait à peine 6 mois de dépenses. Le contrat de mariage avait protégé mes actifs, mais l'effondrement de l'entreprise avait détruit les siens. La maison était en saisie. Sa voiture avait été reprise. L'homme qui avait autrefois ri de ma demande d'augmentation faisait maintenant face à la ruine financière. J'ai signé les 2 documents de licenciement avec le même stylo que j'avais utilisé pour vider mon bureau ce jeudi après-midi où tout le monde pensait que j'étais juste une autre employée mise au rebut. L'encre coulait, douce et définitive. Aurore. La voix de Julien s'est brisée. Pouvons-nous discuter? Les conditions sont définitives. Le service juridique s'occupera de la transition. Je me suis levé, rassemblant mes documents. Cette réunion est terminée. Ce soir-là, ma mère, Hélène, est arrivée de Lyon pour ma cérémonie d'installation officielle en tant que directrice marketing. Nous avons dîné à l'Ambroisie, le meilleur restaurant de Paris, où elle a levé sa coupe de champagne avec un sourire entendu. Je ne l'ai jamais aimé, a-t-elle dit simplement. Même à votre mariage, quelque chose clochait. La façon dont il devait toujours être le centre de l'attention. Toujours à devoir diminuer tes accomplissements pour élever les siens. Pourquoi n'as-tu rien dit? Aurais-tu écouté? Parfois, nous devons apprendre nos propres leçons, ma chérie. Mais je savais que tu finirais par comprendre. Tu as toujours été plus forte que tu ne le réalisais. Elle a tendu la main par-dessus la table, me serrant la main. Je soupçonnais la liaison. Tu sais, la façon dont cette femme, Chloé, le regardait lors de ton dîner d'anniversaire l'année dernière, comme un prédateur marquant son territoire. Et tu n'as rien dit? Je te faisais confiance pour gérer ça à ta façon. Et regarde ce que tu as construit à partir de ces cendres. Tu n'as pas seulement survécu, Aurore. Tu as conquis. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon bureau à 5h30. Mon ancienne routine, transformée mais intacte. Le lever du soleil peignait le Mont Blanc dans des tons d'or et de rose, une vue que le bureau de Julien n'avait jamais offerte. Sur mon bureau se trouvaient les plans d'expansion pour les 3 entreprises qui m'avaient suivi de Cascade Marketing à Méridien. Chevalier Industrie avait triplé son budget marketing. Hôtel Morin avait lancé une campagne nationale qui remportait déjà des prix. Sterling Communication était entré en bourse avec une valorisation qui a rendu les premiers investisseurs riches. J'avais bâti un empire sur les ruines de la trahison. Non pas par la destruction ou la vengeance mesquine, mais par une excellence qui ne pouvait être niée ni volée. Chaque succès était mérité, documenté et crédité correctement. Chaque réussite appartenait à ceux qui l'avaient réellement accompli. Mon téléphone a vibré avec une notification LinkedIn. Julien avait mis à jour son profil, cherche de nouvelles opportunités en conseil. La même plateforme où il avait autrefois annoncé ma remplaçante diffusait désormais son effondrement professionnel. J'ai fermé la notification et j'ai ouvert ma présentation pour la réunion du conseil du matin. 3 nouveaux clients étaient prêts à signer. 2 autres entreprises voulaient discuter de partenariat, et Léa rejoindrait l'équipe en tant que stratège junior après l'obtention de son diplôme. Les femmes du bois construisaient quelque chose qui durerait plus longtemps que n'importe quel mariage, n'importe quelle trahison, n'importe quelle tentative de diminuer notre lumière. Le succès, avais-je appris, ne concernait pas les titres que les autres vous donnaient ou les augmentations qu'ils vous refusaient. Il s'agissait de connaître sa propre valeur et de refuser que quiconque vous persuade du contraire.
La présentation au conseil d'administration s'est déroulée sans accroc, avec 3 nouveaux clients signant des contrats d'une valeur de 11,4 millions d'euros en revenus annuels combinés. En retournant à mon bureau, le soleil du matin illuminait le sol en marbre du hall de Méridien Mondial, et j'ai aperçu mon reflet dans les portes polies de l'ascenseur. La femme qui me regardait portait la confiance comme un costume sur mesure, gagné à travers des épreuves qui auraient brisé quelqu'un de plus faible. 1 an. C'est tout ce qu'il avait fallu pour transformer la division marketing de Méridien d'un département compétent en une puissance de l'industrie. Les chiffres parlaient plus fort que n'importe quel discours de promotion que j'avais jamais préparé. Le chiffre d'affaires avait triplé. La fidélisation des clients était de 97%. Les scores de satisfaction des employés de ma division étaient en tête des classements de l'entreprise. Marc Beaumont m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi, exactement 1 an après cette réunion de promotion dévastatrice. Aurore, le conseil s'est réuni hier. Décision unanime. Ils te veulent comme notre nouvelle directrice. La plus jeune femme jamais nommée à ce poste dans les 40 ans d'histoire de Méridien. Je me tenais dans son bureau d'angle, regardant la ville en contrebas. D'ici, je pouvais voir le bâtiment où j'avais autrefois supplié pour une reconnaissance de base, maintenant éclipsé par la tour de Méridien. J'accepte, dis-je simplement, pas besoin de discours élaborés. Mon travail avait déjà tout dit. Le lundi suivant, Léa est entrée dans mon bureau en toge et mortier, tenant son diplôme de l'université de la Sorbonne. Mention très bien avec les félicitations du jury en marketing et communication, avec une thèse sur le « leadership éthique dans les entreprises modernes » que ses professeurs ont qualifié de révolutionnaire. Elle avait conduit directement de sa cérémonie de remise de diplôme pour accepter son poste d'analyste junior dans mon équipe. « Prête à vous mettre au travail, mademoiselle Dubois ?» ai-je demandé en utilisant le nom qu'elle avait choisi avec fierté. « Prête à apprendre de la meilleure, madame Dubois ?» a-t-elle répondu en posant son diplôme sur mon bureau. « Par où commençons-nous ? » Hôtel Morin. Il lance une expansion européenne, et je veux un regard neuf sur la campagne. Votre perspective compte ici, Léa. Non pas parce que vous êtes ma fille, mais parce que vous avez mérité ce poste par votre propre mérite. Nous avons travaillé côte à côte cet après-midi-là, son talent naturel évident dans chaque suggestion qu'elle faisait. Elle avait hérité de mon attention aux détails mais apportait sa propre vision créative qui surprenait et ravissait nos clients. Lorsqu'elle a présenté ses premiers concepts à l'équipe des Hôtels Morin par vidéoconférence, ils ont immédiatement approuvé sa direction. Personne n'a mentionné qu'elle était ma fille. Ils n'ont vu qu'une brillante jeune stratège qui comprenait leur marque. 3 semaines plus tard, à la conférence de l'Alliance Marketing de l'Ouest à Lyon, je révisais mes notes de discours dans le salon des conférenciers quand j'ai entendu une voix familière au bureau d'inscription. Julien se tenait là, cherchant sa carte de crédit, essayant de payer les frais d'inscription tardive. Son costume était de prêt-à-porter, ses chaussures éraflées, toute son allure était celle de quelqu'un essayant de sauver les apparences avec un budget de misère. « Je suis désolé, monsieur, mais votre carte a été refusée », a dit doucement l'employé à l'inscription. « Réessayez. Il doit y avoir une erreur. » Je l'ai regardé sortir une autre carte, puis une autre. Chaque rejet faisait un peu plus s'affaisser ses épaules. Son cabinet de conseil, selon les rumeurs du secteur, se composait de lui et de 2 jeunes sous-traitants travaillant dans un espace de coworking en banlieue. Son plus gros client était une chaîne de magasins de matelas locaux. J'aurais pu m'en aller, le laisser se débattre avec sa gêne. Au lieu de ça, je me suis approché du bureau. « Mettez l'inscription de Monsieur Dubois sur le compte d'entreprise de Méridien », ai-je dit à l'employé. Julien s'est retourné, son visage passant par la surprise, la honte et quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. « Aurore, c'est Madame Dubois », ai-je corrigé doucement mais fermement. Profitez de la conférence. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Plus tard, pendant mon discours sur la construction d'un succès durable grâce à un leadership authentique, je l'ai vu au dernier rang, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand nos regards se sont brièvement croisés, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de douleur résiduelle. Juste la reconnaissance neutre d'une histoire commune qui ne me définissait plus. Après ma présentation, une jeune femme s'est approchée de moi, attendant que la foule de sympathisants se disperse. Elle avait environ 25 ans, le regard vif mais épuisé, se tenant avec ce poids particulier de quelqu'un qui subit une injustice professionnelle. « Madame Dubois, je suis Grace Thomas.
Je travaille chez Bradley Marketing et je vis quelque chose de similaire à ce que vous avez vécu. Mon manager s'attribue le mérite de mes campagnes tout en sabotant activement mon avancement. Ça n'aidera pas car c'est le partenaire de golf du PDG. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai conduite dans un coin tranquille du centre des congrès, loin de l'agitation du réseautage. Racontez-moi tout. Pendant 30 minutes, Grace a décrit un vol systématique de son travail, du gaslighting sur ses contributions et un environnement toxique qui détruisait sa confiance. C'était mon histoire avec des noms différents, des détails différents, mais la même injustice fondamentale. Tout le monde dit que je devrais me battre, prouver ma valeur, leur montrer qu'ils ont tort, a dit Grace, les larmes menaçant de couler. Mais je suis épuisé. Puis-je vous dire quelque chose que j'ai appris à la dure? J'ai sorti ma carte de visite et un stylo. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Non pas en signe de défaite, mais comme une stratégie. L'énergie que vous dépensez à essayer de convaincre des gens qui refusent de voir votre valeur? Cette même énergie pourrait construire quelque chose d'extraordinaire ailleurs. J'ai écrit une note au dos de ma carte. C'est la ligne directe de Marc Beaumont chez Méridien. Dites-lui que je vous ai recommandé. Nous avons un poste vacant dans notre division numérique qui serait parfait pour quelqu'un avec vos compétences. Mais qu'en est-il de mon travail actuel? Partir ne sera-t-il pas perçu comme un échec? L'échec, c'est de rester là où vous n'êtes pas valorisé. Le succès, c'est de reconnaître votre valeur et de trouver ou créer des environnements qui la célèbrent. Je lui ai tendu la carte. Et Grace, documentez tout avant de partir. Pas par vengeance, mais pour vous protéger. La vérité a une façon de faire surface quand le moment est venu. 2 heures plus tard, j'étais dans ma chambre d'hôtel en appel vidéo avec Léa, qui travaillait tard sur la présentation de Hôtel Morin. Maman, je viens de recevoir un email de Robert Chevalier lui-même. Il a dit que notre concept de campagne européenne est exactement ce qu'il cherchait. Il veut augmenter le budget de 30%. C'est ton succès, Léa. Assume-le. J'ai appris de la meilleure. Pas seulement sur le marketing, mais sur le fait de se tenir droite, même quand les gens essaient de vous rabaisser. Pendant que nous parlions, j'ai regardé l'horizon de Lyon, les lumières commençant à scintiller dans le crépuscule naissant. Quelque part dans cette ville, Grace Thomas était probablement en train de faire des plans pour quitter son lieu de travail toxique. Léa construisait sa carrière sur une base de mérite et d'intégrité. Ma mère racontait à son club de lecture l'histoire de sa fille, la directrice marketing et membre du conseil d'administration. La femme qui était sortie de cette salle de conférence avec une boîte d'affaires et un cœur plein de trahison s'était transformée en quelque chose de plus puissant que je ne l'avais jamais imaginé. Non pas par l'amertume ou la vengeance, mais par le simple fait de refuser d'accepter moins que ce que je méritais. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour relire la lettre de recommandation que j'avais écrite pour Grace, m'assurant qu'elle capturait son potentiel tout en évitant soigneusement toute mention de sa situation actuelle. En la signant avec ma signature numérique, j'ai réalisé que c'était mon véritable héritage. Pas les titres, ni les revenus, ni même la justification. C'était la chaîne de femmes que je pouvais aider à sortir de situations toxiques, leur apprenant que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort. Parfois, c'est de construire quelque chose de si magnifique que leur trahison ne devient rien de plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de votre succès. Si cette histoire de vengeance en entreprise vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Aurore a tendu à Julien l'article imprimé de Catherine Valois, en regardant son visage pâlir alors qu'il réalisait que son empire s'effondrait. Quel a été votre moment de justice préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.